bienvenue dans ce merveilleux événement, ce lancement du numéro spécial de la revue Enjeux et Société, numéro spécial qui s'intitule Enraciner une nouvelle université au 21e siècle. Je me présente, Olivier Bégin-Cahouette. Je suis professeur adjoint en enseignement supérieur comparé au département d'administration et fondements de l'éducation de l'Université de Montréal. Je suis aussi membre du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, un laboratoire qui a été cofondé en 2019 avec deux collègues, Alexandre Beaupré-Lavallée et Francisco Loyola, un laboratoire que nous voulions créer afin de favoriser les échanges interdisciplinaires sur cet objet magnifique en constante évolution qu'est l'enseignement supérieur, collégial, universitaire et autres. Et nous voulions que puissent se confronter, échanger, se nourrir les perspectives, que ce soit celles de l'administration, de la pédagogie, des fondements historiques, sociologiques et politiques. Nous voulions ce lieu d'échange et le LIRES a grandi de manière incroyable aujourd'hui avec on est plus d'une vingtaine de membres réguliers avec des membres invités et des membres étudiants. Nous sommes devenus le plus grand regroupement de chercheurs en enseignement supérieur au Canada. Et à moins évidemment d'informations contraires, peut-être même dans la francophonie. Alors, c'est une grande fierté que nous avons d'être ce lieu de rassemblement. Et dans cet objectif de favoriser les échanges et les discussions, nous nous associons parfois avec des partenaires pour faire valoir des œuvres qui émergent en enseignement supérieur, notamment des numéros spéciaux comme celui auquel nous assistons présentement. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'animer cette rencontre qui va durer 1h30. Donc, d'abord, nous aurons un mot de bienvenue que je vais vous présenter l'auteur tantôt. Nous aurons par la suite deux panels, un sur la création de l'UOF et un par la suite de l'UOF. Pardonnez-moi, j'aurais dû dire le nom complet de l'Université de l'Ontario français. Et par la suite, un deuxième panel qui suit finalement la structure du numéro spécial, donc un deuxième panel sur l'université au 21e siècle. Et par la suite, nous prendrons des questions du public. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent en direct sur la page Facebook du LIRES, je vous invite dans la section commentaires sous la vidéo à poser vos questions, que ce soit par rapport à un des articles, que ce soit par rapport à une question générale que vous avez sur l'université au 21e siècle ou sur l'UOF. Et donc, je relayerai en dernière partie d'activité vos questions aux auteurs et les gens pourront intervenir. Donc, voilà, je ne veux pas prendre plus de temps. Je veux d'abord débuter cet événement spécial en laissant la parole à Normand Labrie, professeur titulaire au département de Curriculum Teaching and Learning à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario ou à OISI, souvent mieux connu sous ce titre. Normand qui fut aussi doyen par intérim, qui est doyen par intérim de OISI et qui fut le premier recteur de l'UOF, Normand que j'ai connu moi-même lors de mes études doctorales dans le même établissement et qu'il me fait tant plaisir d'accueillir. Alors Normand, je te cède la parole pour ce mot de bienvenue. Alors, merci Olivier. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce lancement de numéro spécial tant attendu sur le thème d'enraciner une nouvelle université au 21e siècle. Dans les quelques minutes qui suivent, je vais vous présenter Je voudrais parler de l'université du 21e siècle. Bien sûr. Voilà. Alors, l'image passe, c'est bon? Tout à fait. Voilà. Alors, j'illustre l'université du 21e siècle avec un pavillon du MIT, qui est le Ray and Maria Stata Center for Computer Information and Intelligence Services, et qui a été inauguré en 2003, donc au tout début du 21e siècle. Et il a été construit par Frank Gehry, l'architecte d'origine canadienne, qui est très connu mondialement. Et l'université MIT avait des anciennes baraques dans lesquelles il y avait les départements de linguistique, il y avait des centres sur l'informatique, d'autres sur l'intelligence artificielle, et qui étaient là depuis la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont voulu construire, regrouper dans un pavillon. Et Frank Gehry a d'abord fait des entrevues auprès de la communauté universitaire pour créer son concept d'un édifice qui serait bien adapté. Et il avait observé que les baraques étaient très appréciées des professeurs et des chercheurs et des étudiants parce qu'il était possible de percer des trous dans les murs facilement
et de faire des modifications selon les besoins de l'enseignement, de la recherche ou des activités. Et donc, et aussi que des gens des différents départements ou centres de recherche qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres se rencontraient dans les corridors et avaient des discussions et parvenaient à faire des découvertes ou à faire des avancées de la recherche grâce à ces interactions fortuites qu'on appelle la sérendipité. Alors, comment faire de l'innovation un peu par hasard. Alors, il a construit son pavillon sur deux métaphores un peu. La première, c'est celle du jardin japonais, en fonction des baraques et de la flexibilité, où les jardins japonais ont des murs de papier de riz, faciles à déplacer, faciles à ouvrir, à percer, et un arbre à orang-outan. Et parce qu'il avait observé que les gens aimaient bien s'isoler dans leur bureau pour travailler, parfois pour rédiger, mais qu'ils aimaient aussi se déplacer, descendre de l'arbre pour aller socialiser en bas. Et il a construit donc son pavillon sur ces deux métaphores-là. Et oui, donc, au moment de l'inauguration, il y a des gens qui ont dit vous n'avez pas à craindre un tremblement de terre. Je crois qu'il a déjà eu lieu à voir l'édifice. Et c'était un tremblement de terre dans la conception même de ce qu'est l'université qui s'imposait à travers cette architecture. Une dizaine d'années plus tard, à Centrale Supélec, la plus grande école d'ingénierie en France, on a tout repensé le curriculum. On a voulu passer de l'enseignement magistral à une formation qui est beaucoup plus axée sur la résolution de problèmes, collective, multidisciplinaire, transdisciplinaire, et qui aussi fait place à la sérendipité, où les rencontres fortuites font en sorte qu'on fait des avancées majeures. Et ils ont aussi intégré le digital, le numérique dans toute la conception de cette reformulation de la pédagogie de cette école d'ingénieurs. Et donc, ils ont embauché un architecte qui s'appelle l'architecte, j'ai oublié son nom, c'est Rem Koolhaas, un architecte européen très connu aussi, et qui a conçu un pavillon qui allait permettre à ce genre de pédagogie-là de s'exercer sur le plan matériel. Alors, Alain Fuchs, l'ancien président du CNRS en France, qui était à un colloque de l'ACFAS en 2019 sur l'Université du 21e siècle, a indiqué que nos universités sont plus souvent organisées en silos disciplinaires et qu'on doit s'ouvrir de plus en plus aux disciplines voisines. Les étudiants le souhaitent et l'enfermement disciplinaire dans les universités qu'on connaît, qu'on a connues dans le passé, et trouvait son origine dans l'existence de départements disciplinaires et qu'il fallait assouplir et possiblement même casser les départements. Mais ce qui est difficile, mais au moins on peut les faire évoluer. Je présente ici une salle de classe de Centrale Supélec. On voit qu'elle est ouverte. On peut entrer, on peut sortir. Il n'y a pas on peut le faire comme visiteur ou comme personne intéressée par le sujet, où il y a des gens qui sont en train de travailler, mais qui ne sont pas enclos dans une salle de classe traditionnelle. Rémi Quirion, qui est au même colloque de l'ACFAS, a indiqué que dans l'avenir, nous devrons être aussi beaucoup plus flexibles dans nos programmes et permettre à nos jeunes d'avoir des formations transversales dans différents domaines comme en gouvernance, éthique, administration, et non seulement une approche interdisciplinaire, mais intersectorielle. Et fonds de recherche ont lancé aussi l'an dernier une grande consultation à travers le Québec sur le futur de l'université. Alors, je pense qu'il y a quand même, au Québec, il y a eu beaucoup de réflexions sur ce sujet-là les 2 dernières années ou 3 dernières années. Et puis, dans ce document de consultation-là, on dit qu'il faut accroître la collaboration entre les disciplines dans la construction des programmes de baccalauréat et qu'il faut prévoir des espaces de co-création et de concertation à l'intérieur des universités, davantage de lieux d'échanges intersectoriels,
et de préférence en partenariat avec le milieu, et créer des environnements d'expérimentation. Et je pense que vous allez voir toutes ces idées-là, je pense, dans la conception même de l'UOF, de l'Université d'Ontario française, sont à la base de cette nouvelle université du 21e siècle. Encore à Centrale-Supélec, justement, plutôt que des enseignements magistraux, on a ici des gens qui collaborent au moyen du numérique sur des objets communs de recherche, mais pris de différents angles disciplinaires. Alain Fuchs complète aussi, parle de cette attente qu'on a envers l'université au 21e siècle, d'avoir vraiment plus de liens avec la vie sociale, culturelle et économique de la cité et du monde, et ce qui fait appel à développer des mécanismes de liaison entre les universités et la société civile pour faire face aux grandes préoccupations sociétales. Il est donc recommandé dans ce document de consultation des Fonds de recherche Québec d'inviter les universités à poursuivre leur transformation en vue d'implanter des formules pédagogiques adaptées, actives, attractives pour les populations étudiantes qui sont façonnées par le développement du numérique et qui sont elles-mêmes d'origine très diverses et qui ont des bagages culturels variés. Voilà. Alors, l'UOF, je termine sur l'UOF pour dire qu'elle est particulièrement décidément enracinée dans le 21e siècle, en ce sens qu'elle privilégie une approche tripartite. Il y a une formation transdisciplinaire qui aborde des grands enjeux de société complexes. Deuxièmement, une pédagogie centrée sur l'appropriation des compétences au moyen d'approches expérientielles inductives, intégrant les technologies du numérique, et un lien étroit avec la société ambiante au moyen de son intégration au carrefour francophone du savoir et de l'innovation. Et ce carrefour francophone du savoir et de l'innovation qui est appelé à résider sur le campus de l'université, qui est un ensemble d'une trentaine d'organismes francophones de la région de Toronto. Je pense que ce qu'il y a de très original dans l'UOF, c'est la notion de mobilisation des connaissances qui prend une nouvelle signification dans la cohabitation de l'université et du carrefour. Quand on parle de mobilisation des connaissances en général, on parle de faire un échange de savoir et de pratique entre des universitaires et des praticiens sur le terrain. Ici, en créant ce carrefour-là intégré à l'université, ça permet aussi le partage d'infrastructures physiques et numériques et en même temps de données éventuellement, puisque en partageant des infrastructures numériques qui stockent et génèrent des données, moyennant des pare-feux éthiques appropriés, il sera possible pour l'Université de l'Ontario français et du Carrefour de devenir une plateforme vraiment de génération de connaissances et de partage de ces connaissances-là, qui va plus loin que ce qu'on entend en général par mobilisation des connaissances. Alors voilà, je pense que mes 10 minutes s'achèvent. Alors, je vous remercie et je suis bien content de pouvoir entendre les collègues qui ont participé au numéro aussi dans les prochaines communications. Merci. Merci beaucoup, Normand Labrie. Présentation extrêmement intéressante et qui ouvre et qui mène naturellement à notre premier panel. Donc, évidemment, je dis au public, à ceux qui nous écoutent, si vous allez sur le site de la revue Enjeux et Société et qui est en libre accès et que vous regardez le dernier numéro, vous verrez qu'il y a une première section donc, qui s'appelle Plein feu sur l'UOF, dans laquelle il y a des collaborations de gens qui ont vraiment étudié sous différents angles la création de cette nouvelle université. Vous savez, il y a eu des universités, il y en a eu dans quelques-unes qui ont été créées la plupart sont très, très anciennes. Hein, certaines remontent jusqu'au Moyen-Âge. Les États-nations au 19e siècle en ont créé d'autres. Puis, on a eu au 20e siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, avec toute la mise en place d'État-providence, l'apparition de nouvelles universités un peu partout, mais ça faisait plusieurs décennies qu'il n'y avait pas eu de nouvelle université et comme celle-là, il y en a très peu. Et donc, il fallait vraiment
que les chercheurs s'attardent à analyser ce processus-là qui arrive rarement dans une vie. Alors, je vous présente les auteurs qui vont participer et qui seront invités à participer au premier panel. Tout d'abord, nous avons Joël Beddos, qui est professeur agrégé au département de théâtre et conseiller spécial en francophonie au décanat de la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa. Nous avons Linda Cardinal, qui est professeure à l'Université de l'Ontario français. Nous avons Serge Dupuis, historien et membre associé à la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord de l'Université Laval. Nous avons François Guillemette, professeur titulaire, département des sciences de l'éducation de l'UQTR, et François-René Lard, doctorant en communication sociale de l'UQTR. Évidemment, j'aurais pu faire le pédigré de chacune de ces personnes et nous aurions pris les 20 minutes réservées au panel. Donc, vous me pardonnerez cette brièveté que j'ai employée. Ce que je vous suggère de faire, c'est que donc, je vais vous poser une question à toutes et à tous et si vous le voulez intervenir sur cette question-là, je vous demande, si vous êtes à l'aise avec Zoom, donc de lever la main avec l'option réaction et si vous le voulez, ou encore de me faire signe de la main, je vais prendre en note et je vais évidemment comme ça donner les droits de parole. J'aimerais que vous limitiez vos interventions. Bon, si vous allez avoir plus qu'un round une round d'intervention, plus qu'un tour, ben, il faudrait se limiter à 2-3 minutes maximum parce que quand même, vous êtes nombreux et nous avons un 20 minutes total pour cette période d'échange. Donc, je vous pose cette question et j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire. En regard à vos travaux publiés dans ce numéro spécial, qu'est-ce que le projet de création de l'UOF a de particulier selon vous? Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans les personnes que j'ai présentées? Alors, je vois la main levée de Serge Dupuis. Nous vous écoutons. Bien, merci de l'événement et de l'accueil. J'ai levé ma main en partie parce que je suis l'historien dans la salle et donc mon texte est sans doute celui qui remonte le plus loin en arrière. Je fais remonter la revendication pour une université franco-ontarienne au milieu du 20e siècle. En parlant un peu des Jésuites à Sudbury et leur effort d'obtenir une pleine charte universitaire pour le Collège du Sacré-Cœur. Donc, dans mon texte, en fait, je parle des multiples projets universitaires en Ontario français. Il y a eu celui-là. Il y a eu celui de la dualité nationale de l'Université d'Ottawa qui, d'une certaine façon, a aussi été une université franco-ontarienne en fonction de la définition qu'on veut lui accorder. L'école qui a souhaité aménager des structures d'autonomie au sein de l'Université Laurentienne, par exemple, et dans le nord de l'Ontario, et ceux qui ont voulu créer un nouveau réseau entre les programmes de langue française qui étaient répartis entre Toronto, Ottawa, Hearst et Sudbury. Et tout ça, ça n'a pas abouti à grand-chose. Il y a eu une grande création de programmes, notamment dans le domaine de la santé, à la fin des années 1980 et début 90, à cause des investissements du gouvernement libéral de l'époque. Mais il n'y a pas eu une grande réforme dans le régime universitaire, en partie à cause de l'absence d'un consensus au sein de la collectivité franco-ontarienne entre les gens de Sudbury, essentiellement, qui voulaient créer une université par et pour les Franco-Ontariens dans le Nord. Et la francophonie d'Ottawa qui souhaitait restaurer d'une certaine façon l'Université d'Ottawa à la belle époque où les francophones étaient majoritaires, les anglophones apprenaient le français, puis c'était un espace de dualité nationale. Je fais une caricature pour répondre en 2 ou 3 minutes, mais essentiellement, mon texte porte là-dessus, sur la diversité des projets, les tentatives politiques de les mettre en œuvre et finalement leur déroute dans les années 90 et début 2000 à la lumière des politiques d'austérité du gouvernement Harris. Donc, je m'arrête à peu près en 2008 lorsque la revendication qui a en partie mené à la création de l'UOF est redémarrée. Je vous remercie beaucoup. Une belle introduction historique. Ça met bien la table. Je poursuivrai avec Linda Cardinal. Oui, bonjour. J'ai levé ma main parce que après l'historien arrive la politologue et aussi parce que notre texte, c'est beaucoup la suite de ce qu'a fait Serge.
dans une perspective évidemment très différente parce que ce n'est pas un texte d'histoire qu'on fait, c'est plutôt un texte d'analyse politique. Qui part de la théorie de la construction des problèmes publics pour essayer de comprendre comment cet enjeu de l'université franco-ontarienne, francophone, est arrivé à l'ordre du jour gouvernemental. Et ce que notre texte permet de voir, bon, ben, c'est plusieurs choses, mais dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas de cheminement linéaire pour une cause politique ou une cause comme celle-là. On pensait que lorsque la loi a été créée, que tout était réglé. Et finalement, ça a été vraiment tout à fait le contraire. Il y a un beau cas d'études qui montre qu'il n'y a jamais de linéarité dans le développement d'une cause. On ne suit pas des étapes comme si on faisait une recette. Même si dans la théorie, même si dans les débats, il y a ces étapes, on voit bien que sur le terrain, beaucoup de choses qui peuvent arriver, des imprévus. Il y a aussi un paradoxe intéressant dans ce débat-là sur l'université franco-ontarienne, c'est que c'est un débat qui a 40 ans, mais il s'est résolu en quelques années et en accéléré toujours, à tel point que c'est devenu presque une marque de commerce à l'UOF de dire ben, on n'a pas le temps, il faut aller vite, il faut faire ci. On le voit que les acteurs sont poussés par les contraintes politiques du moment. Et c'est un autre cas d'étude intéressant qui montre comment on ne peut pas faire fi d'une analyse politique, une analyse de problèmes publics quand on étudie la création en tout cas, on étudie la résolution d'une cause et dans ce cas-là, la création d'une université. Donc, un test très important pour étudier l'action publique en francophonie, sa mise à l'ordre du jour. Et ce qui est intéressant aussi quand on regarde la mise à l'ordre du jour de cette cause, et c'est comme ça dans toutes les autres cas d'action publique, qu'on pense à Montfort, qu'on pense au mouvement C'est le temps, il y a toujours un nouveau groupe qui apparaît. Dans ce cas-ci, c'est le REFO. Si le REFO n'était pas apparu, je ne sais pas moi s'il y aurait eu le même alignement des acteurs qu'il y a eu après la création du REFO, parce que le REFO, dans les années 2000, et quand le REFO arrive en scène, surtout après 2008, c'est là où ça débloque. Et c'est le moment étudiant par excellence en milieu minoritaire francophone. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un enjeu qui est débattu strictement sur le thème de la gouvernance universitaire. Le projet pédagogique de l'UOF n'a pas été débattu sur la place publique. C'est maintenant qu'il est débattu, peut-être à tort, mais n'a pas vraiment été débattu sur la place publique, mais il a été beaucoup écrit, puis grâce à la plume de Normand, mais on voit qu'il y a un véritable projet derrière qui lui renvoie à un autre débat qui est sur la nouvelle génération des universités. Mais c'est très intéressant de voir que les étudiants ont porté ce projet-là en parlant du par et pour, qui montre aussi comment le principe du par et pour est un principe agissant en milieu minoritaire francophone et dans le domaine de l'enseignement supérieur en français, il l'est de façon particulière. Alors, je dirais que c'est ce qui caractérise le message, ou en tout cas le gros des résultats de notre recherche, et on a fait un découpage en plusieurs temps pour permettre aux gens de s'y retrouver dans la séquence des événements sans en faire vraiment uniquement une analyse événementielle. Parce que l'enjeu ici, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un problème public et comment un groupe minoritaire peut prendre un enjeu comme l'enseignement supérieur en français et en faire un problème public et solliciter des expertises, solliciter les élus pour qu'ils interviennent. Et c'est très difficile quand on a une minorité d'amener une cause aussi importante à être écoutée et prise en charge par le milieu politique. Donc, c'est vraiment très important ce qui s'est passé en Ontario français. Alors, je m'arrêterai sur ça. Merci beaucoup, Linda Cardinal. En fait, puis pour ceux qui ne le savent pas, alors, le REFO, c'est le regroupement des étudiants franco-ontariens. Par la suite, je regarde les mains qui... Ah, j'avais une main donc de Joël Beddoes. Est-ce que... Oui, ça va? Donc, allons. Donc, je vais vous céder la parole.
Merci beaucoup. Je trouve qu'on est dans un ordre absolument extraordinairement bien réfléchi, même si c'est le hasard qui gère tout ça, parce qu'après l'histoire, après la politique, je pense qu'il faut absolument parler de l'identité et de la culture. Et ce qui nous amène tout spécifiquement à parler du contexte torontois, qui, pour le dire un peu bêtement, n'est pas un contexte comme les autres quand on pense aux balises et aux assises traditionnelles de ce que nous concevons comme étant l'Ontario français d'autrefois, en fait, d'une certaine façon, parce que ce contexte à Toronto est foncièrement pluriel, multiculturel, multiethnique et, je dirais même, plurilingue, en ce sens où ce n'est pas le bilinguisme qui importe autant que les langues des néo-canadiens et néo-canadiennes qui arrivent, qui sont souvent les langues de communication à la maison, mais la langue de scolarisation est le français. Et donc, moi, je me suis retrouvé comme directeur artistique du Théâtre français de Toronto au sein d'un groupe de réflexion, en fait, qui était composé d'organismes culturels et socio-communautaires basés à Toronto. Et j'ai constaté deux choses qui m'ont vraiment étonné parce que je ne m'y attendais pas en arrivant à Toronto. Un, c'était à quel point le contexte se prêtait bien à ce projet-là. C'est-à-dire, il y avait depuis 20 ans tranquillement la constitution d'un réseau francophone et réellement francophone à Toronto, mais comme on voyait nulle part ailleurs, même je dirais nulle part ailleurs, y compris au Québec, en ce sens où c'était un grand laboratoire sur comment on peut bien accueillir des francophones et des francophiles dans une société de langue française minoritaire à travers un réseau scolaire qui ne cesse de faire des miracles. Je vous rappelle que les 2 conseils scolaires francophones de Toronto ont ouvert plus de 10 écoles depuis 5-6 ans. On voit ça nulle part ailleurs, l'immigration. Et donc, avec les personnes autour de la table, les dirigeants de ces organismes, nous avons écrit un texte collectif, j'étais scribe avant tout, autour de quel est le projet de société qui soutient, qui sert d'argument d'une certaine façon pour l'emplacement et l'enracinement d'une université pas comme les autres, comme dans un contexte de Toronto. Puis en fait, on peut parler d'innovation en ce qui concerne le contenu, la façon de transmettre le savoir, les domaines de recherche, de spécialisation de cette université, mais notre texte témoigne du fait que c'est tout à fait l'image d'une réalité tangible, quotidienne, vécue par des gens qui sont là sur le terrain. Ce n'est pas un extraterrestre qui flotte par-dessus planète Ontario français, bien au contraire, c'est à l'image d'une francophonie. Et en partie, ça a dérangé parce que je pense que ça a mené à une prise de conscience dans les autres régions de la province de l'existence de cette francophonie. Et ça aussi, on voit des traces dans le texte que j'ai eu le plaisir d'écrire. Le deuxième constat, c'est en ce qui concerne le dynamisme culturel du fait français en Ontario, les questions identitaires. François Paré a beaucoup écrit de ce moment d'émergence dans la région de Sudbury pendant les années 70, mais aussi d'un glissement de dynamisme sur le plan provincial vers Ottawa dans les années 80 et 90. La constitution, la création de cette université et la création du Carrefour qui est un peu la raison d'être de l'université d'une certaine façon, ça va dans les 2 sens à mon avis, témoigne d'un deuxième glissement qui est à la fois démographique et qui relève d'une perspective tout à fait nouvelle sur dans le paysage franco-ontarien, c'est-à-dire une ouverture au monde. C'est-à-dire, auparavant, on parlait beaucoup d'enracinement dans la perspective de pérennisation d'un espace francophone en sol ontarien. Avec l'UOF, avec le Carrefour, et on trouve les traces de ça aussi dans notre texte, il y a ce désir de rayonnement et de dialogue avec non seulement les autres francophonies canadiennes, mais les francophonies internationales. Et cette université, pour moi, est tout aussi cosmopolite que la francophonie torontoise. Et à mon avis, c'est pas une logique qu'on a souvent vue chez les minorités du Canada jusqu'à présent. Je trouve ça profondément, c'est une nouvelle perspective pour les choses, c'est-à-dire pour bien s'enraciner, il faut bien rayonner. Et ça traverse tout ce que les organismes font qui sont membres du Carrefour, ça traverse les activités de l'UOF également. Donc, ça a été un plaisir de coécrire ce texte d'une certaine façon, je dirais, avec les dirigeants de, si je ne me trompe pas, on était 32 à avoir signé ce manifeste à la toute fin. Donc, merci beaucoup et je cède la parole.
Ben oui, et évidemment, je vous invite, je rappelle, on parle en ce moment d'articles. La plupart de ce qui est présenté est basé sur des articles qui ont été écrits dans ce numéro spécial. Je vous invite à aller voir. Plusieurs des articles ont des co-auteurs. Évidemment, nous avons demandé au groupe de co-auteurs de nommer une personne, mais évidemment, ce n'est pas pour ignorer la contribution majeure de toutes les autres personnes qui ont contribué au texte. Donc, je vous invite les gens qui nous écoutent à aller voir ce numéro spécial vraiment intéressant. Et ça me permet de poursuivre avec François Guillemette. Je m'excuse, je vais ouvrir mon micro. Alors, je veux répondre à la question brièvement. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sous mon angle de vue qui est, comme vous allez le voir, qui porte sur la programmation pédagogique. Alors, premièrement, ce qui m'apparaît vraiment particulier, c'est de profiter du fait qu'on fonde une nouvelle université pour remettre sur la table de travail, en principe, remettre tout sur la table de travail. Et sur le plan de la programmation, c'est-à-dire du développement de programmes, de la construction de programmes, il y a eu cette volonté de même remettre en question, dans le sens positif du terme, là, pas dans le sens péjoratif, mais de remettre en question même les structures même qu'on retrouve dans à peu près toutes les universités. Par exemple, l'unité de mesure de chaque programme, c'est une unité qui est temporelle. Alors, même ça a été remis en question, c'est-à-dire de ne pas découper nécessairement le programme en termes de volume horaire, mais plutôt résolument en termes de qu'est-ce qu'on veut, pour le dire très simplement, qu'est-ce qu'on veut que les étudiants apprennent. Bon, plus précisément, dès le départ, là, je ne m'étendrai pas sur la méthodologie parce que ça a été un projet de recherche vraiment extraordinaire, très, très stimulant pour moi, le chercheur principal. Là. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus, mais le fait d'adopter une certaine approche par compétence. Et là, c'est mon deuxième point, c'est que maintenant, c'est vraiment partout dans le monde, on parle de l'approche par compétence, mais il y a très peu, sauf dans le domaine de la recherche, puis je parle de la recherche scientifique qui n'est pas lue par personne, il y a très peu d'entente sur ce dont on parle lorsqu'on parle de compétences. Et ça, comme pour bien, bien d'autres concepts, ça a donné un fouillis qui crée des malentendus, mais vraiment extraordinaires. C'est-à-dire, les gens se parlent d'approche par compétence, ils se critiquent, ils nomment des désaccords. C'est un concept très, très polémique, et alors qu'ils ne définissent jamais leur propre implicite, là. Mais c'est pas parce que c'est implicite qu'au contraire, même lorsque c'est implicite, c'est encore plus présent. Et il y a eu donc, c'est vraiment particulier parce qu'à l'URF, ils ont ça a impliqué jusqu'à 200 personnes, ont voulu clarifier, entre autres, de quoi on parle lorsqu'on parle de l'approche par compétence. Et bon, ça a donné des principes de programmation. Moi, ma recherche s'est terminée au moment où les programmes ont commencé à être construits. Donc, en fait, je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé avec ça, mais ça a donné des décisions avec tout l'aspect opérationnel de ça.
des décisions pour la planification de la construction des programmes qui sont vraiment originaux et vous pourrez aller voir ça dans le livre. Et ça, pas dans le livre, mais dans l'article, ça a donné donc des principes généraux de planification ou de programmation qui sont, je pense, bon, je ne sais pas de quel point de vue je pourrais dire ça, mais c'est-à-dire, je ne peux pas le dire autrement que de mon point de vue, qui est quand même très limité, mais à mon point de vue, c'est pas mal unique au monde. C'est-à-dire, et mon troisième point, puis là, promis, je vais le faire brièvement. Le troisième point, c'est l'arrimage. En même temps, je vous invite à lire mon premier article qui porte sur la pédagogie. Mais cet arrimage-là, pour moi, c'est très particulier aussi, unique. L'arrimage entre ce qu'on pourrait, pour le dire simplement, le contenu des programmes et la pédagogie. Mais un arrimage vraiment très tissé, serré. Et ça aussi, c'est rare parce que habituellement, bon, je ne dirais pas traditionnellement parce que dans un autre article et aussi avec mon ami Didier, là, on a montré que ce qu'on pense savoir sur le Moyen-Âge, les universités au Moyen-Âge, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé réellement. Mais enfin, habituellement, aujourd'hui, on va séparer la construction des programmes, puis là, on va le penser, même si on est dans le transdisciplinaire, là, on va le penser en termes de contenu et on va séparer ça de la pédagogie. Ça, cette séparation-là n'a pas été faite à l'UOF et ça a donné une planification. Encore une fois, moi, je n'ai pas été vraiment témoin de comment les programmes ont été construits puis mis en place même depuis septembre. Mais ça a donné une planification de programme qui est très, très, très liée à la pédagogie. Merci beaucoup, François. Je vais Juste en termes de conclusion, oui. Je vous fais remarquer que dans le mot de Normand Labrie, pour moi, c'est un indicateur de l'originalité de l'UOF. Il n'a jamais été question de transmission de savoir. Et vous regarderez, là, et ça, ce n'est pas anodin parce que partout, mais là, je suis vraiment convaincu, partout, lorsqu'on parle de l'université, on parle tout le temps de transmission de savoir. Et ce paradigme-là, il a été tassé à l'UOF. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Merci beaucoup. Je vais poursuivre avec François-René Lard, qui est notre dernier intervenant pour ce panel. Alors oui, très rapidement, puis je suis un peu d'accord avec Joël, le hasard fait bien les choses dans l'ordre pour le déroulement de la rencontre. Je pense que c'est une bonne chose que je prenne la parole en dernier. Moi, je me suis intéressé dans cet article-là à la couverture de presse, la couverture médiatique de la création de l'UOF, et ce, entre 2016 et 2019. Donc, j'ai analysé près de 2500 articles de la presse écrite et je me posais la question comment les journalistes canadiens, autant au niveau francophone qu'anglophone, ont amorcé la discussion publique sur l'idée de créer une université. Et j'étais surpris de certains résultats. D'une part, la naissance, les premiers jours, la confirmation légale de l'arrivée de l'UOF n'a pas fait grand bruit. Et c'est davantage l'annonce de sa mort ou en fait l'arrêt de son financement le 15 novembre par le gouvernement Ford qui a créé une vague médiatique monstrueuse et c'est partout au Canada. 75% de tout mon corpus a été publié entre ce 15 novembre-là et les 6 semaines qui suivent. Et la grande majorité des thématiques abordées dans ce corpus-là sont de nature politique. Donc, c'est une conversation entre les différents gouvernements, les différents paliers pour réfléchir à l'éventuelle survie de l'UOF. Donc,
pour très peu de mentions de la question historique telle que Serge nous en a présenté, la question pédagogique, la question de la programmation, la question même du projet universitaire. En fait, avant l'annonce de l'abandon du financement, très peu de ces notions-là ont été abordées par les journalistes et par la suite, c'est devenu une couverture médiatique sur le mouvement social qui émergeait, qui a été mis en place pour contester les mesures du gouvernement Ford. Des articles souvent, selon certains médias, le droit notamment au NFR, sensibles à la cause des Franco-Ontariens, qui donnaient une voix à ce regroupement-là. Et dans mon article, je postule, j'amène l'hypothèse que ce mouvement-là médiatique aurait contribué au mouvement social, à l'amplifier, parce qu'en l'espace de 2-3 semaines, l'ensemble de la communauté, une grande partie de la communauté franco-ontarienne et franco-canadienne était sensibilisée, ont fait des actions, ce qui a amené politiciens et gens des ministères à revoir, en tout cas trouver des solutions d'appoint. Je trouve ça à la fois intéressant, mais ça suscite un paquet d'autres questionnements sur la façon que le rôle que les journalistes ont tenu durant cette couverture-là, particulièrement ceux qui sont en situation minoritaire linguistique, mais également sur le fait que le projet universitaire en tant que tel a été si peu abordé et c'est davantage la question de la survie qui a été mise en avant-plan. Point, Olivier. Voilà. Merci beaucoup, François-René. Donc, et voilà, 12h40, ce qui termine ce premier panel. Nous pourrons reprendre des échanges, mais je ne voulais absolument pas brimer nos panélistes du deuxième panel. Donc, le premier portait évidemment sur la création de l'EOF, mais dans le fond, ça devient aussi un prétexte de réfléchir à qu'est-ce qu'une université peut être, doit être, ou comment doit-on l'appréhender, l'approcher, l'analyser, la comprendre. Au 21e siècle, beaucoup de choses ont changé depuis les dernières vagues de création d'universités. Donc aujourd'hui, si on a à créer une université ou si on avait à en créer une, sur quoi doit-on réfléchir? Donc, je vous présente tout de suite les panélistes et après ça, je vais lancer la question. Et je vais laisser les gens intervenir, évidemment, après. Donc, tout d'abord, Francisco A. Loyola, qui est professeur titulaire en pédagogie de l'enseignement supérieur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Marie-Eva Adrianastara, doctorante, je l'ai manqué, mais désolé, en doctorante en administration des affaires à l'UQTR. Gustavo Bicario Goncalves, professeur à l'Université fédérale du Sud de Bahia. Maëlle Cross, directrice du service en pédagogie universitaire de l'Université de La Rochelle. Marie-Chantal Falardeau, qui est stagiaire postdoctorale à l'Université de Sherbrooke. Et Vincent Reynaud, professeur associé, département de communication ou département of Communication Studies au Collège Emerson. Donc, la question que je vous pose, c'est sous quel angle avez-vous analysé l'idée de l'université au 21e siècle ou sous quel angle analyseriez-vous l'idée d'université au 21e siècle? J'ai rajouté ça pour ouvrir un peu plus large si vous le souhaitez. La même chose, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez lever la main dans Zoom ou me faire un signe et je vous accorderai la parole. Mais je vois que déjà un de nos intervenants a ouvert son micro et donc peut-être que je pourrais commencer. Et je vous demande de limiter votre réponse à 2 à 3 minutes maximum. Donc, je pourrais déjà céder la parole à mon collègue Francisco Loyola. Oh, désolé, j'aurais dû attendre après la... J'ai vu le micro ouvert, j'ai dit je vais lancer. Est-ce que c'était correct, Francisco? Merci. Voilà. C'est très bien, merci. Écoutez, je voulais tout d'abord saluer tous mes collègues et toutes mes collègues qui sont là pour cet événement, à mon avis, vraiment très important. Et parce qu'il y a un côté académique, évidemment, scientifique, universitaire, mais il y a aussi, je dirais, un côté politique de résistance et d'affirmation. Et de ce côté-là, pour répondre à la question dont tu viens de lancer, je pense qu'il faut absolument, pour penser la nouvelle université, ou bien l'université que veut être du XXIe siècle, considérer la diversité de pratiques pédagogiques, parce que nous sommes effectivement dans un contexte de transformation et pour toujours, évidemment, mais c'est quand même une dimension spéciale parce qu'on parle de pédagogie. On parle d'établir un rapport avec et le savoir et les autres dans un contexte où on veut, vous avez écouté notre collègue qui parlait avant moi,
aider les gens à développer des compétences dans un contexte académique, imaginez-vous. Et ce que m'appelle à parler de quelque chose que je trouve juste peut-être une intuition, parce qu'il a cette notion de compétence tellement humaine, tellement homme sapiens sapiens, que lorsqu'on s'y dit il faut absolument aider les gens à développer des compétences dans un contexte académique, ça devient hyper difficile. Parce que justement, c'est presque ontologique, cette façon de considérer développer des compétences. Je ne vais pas évidemment aller plus loin, mais je voulais juste registrer ma satisfaction de pouvoir participer de cet événement. Et ça me fait penser, lorsque je suis arrivé ici au Canada, pas au Canada, au Canada, au Québec, pardonnez-moi, il y avait à Toronto une lutte politique qui mobilisait les mouvements sociaux politiques pour essayer de préserver et conserver l'hôpital francophone à Ontario. Et c'était une lutte politique très importante. Et par la suite, on se retrouve avec cette tentative de consolider une université franco-ontarienne avec une perspective innovante qui, je pense, très cohérente avec les temps que nous vivons présentement. Alors, encore une fois, merci de m'avoir la possibilité d'échanger des idées et écrire ensemble avec, évidemment, une tentative d'expliciter comment on peut, en interprétant les transformations qui se passent aujourd'hui, proposer, disons, en termes de prospective, de pédagogie ou de pratique pédagogique, cohérent avec cette modernité, disons, si vous me permettez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francisco. Et c'est vrai, je pense qu'il y a tellement de travaux qui émergent de partout sur la pédagogie universitaire. On y réfléchit. Il y a de plus en plus de programmes qui se créent là-dedans. Une université au 21e siècle, est-ce que ce n'est pas aussi d'abord repenser la façon dont on apprivoise cette mission d'enseignement qui existe depuis la première fondation des universités? Je poursuis avec Vincent Reynaud qui a levé la main. Oui, merci beaucoup. Avant que je m'exprime, j'aimerais saluer le travail de mes co-auteurs sur l'article, dont Jason Nikerloff et Mireille Lalancet de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le cadre de notre article, c'est qu'on a vu passer sur les médias sociaux l'année passée un graphique qui explique un petit peu le travail des professeurs, donc la recherche, l'enseignement et les activités liées au service. Et ce qu'on a trouvé très intéressant dans le cadre de notre analyse de ce graphique-là, c'est le fait qu'on ne parlait pas beaucoup de l'impact des médias sociaux sur le travail des professeurs, tant que ça soit sur le plan de l'enseignement, sur le plan de la diffusion de la recherche, sur le plan de toutes ces autres activités-là. Et on a commencé à avoir des conversations parce que, bon, moi, je me spécialise dans les médias sociaux en politique, mais bon, la politique et l'éducation, c'est pas trop loin. Et ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est qu'on a commencé à réfléchir à ces questions-là et on s'est dit, bon, les médias sociaux n'affectent pas non seulement pas le travail des professeurs, mais affectent tous les membres d'une communauté universitaire. Donc, on a regardé un petit peu au service de marketing et de relations publiques. On a regardé les étudiants, surtout les étudiants au cycle supérieur, par exemple, l'importance des médias sociaux, l'importance que ça a pour les étudiants au cycle supérieur. On a aussi ensuite regardé un petit peu les employés des universités, comment ça affecte un petit peu leur travail. Puis bon, j'ai écouté un petit peu la conversation sur l'UOF un petit peu avant. Les médias sociaux ont joué un rôle très, très important sur la création de ce système-là aussi. Donc, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que les médias sociaux jouent un rôle très, très important. Et bien que des recherches qui ont été très, très ciblées, qui ont été menées sur les médias sociaux, la recherche, les médias sociaux et l'enseignement, par exemple, dans certains secteurs spécifiques, on s'est très peu intéressé à l'impact global des médias sociaux sur le système universitaire. Donc, ce numéro thématique-là nous a permis d'un petit peu explorer la question et mettre les bases pour un projet plus large qu'on va mener au cours des prochaines années. Et puis, on est très intéressé d'avoir un petit peu l'opinion des gens sur nos travaux parce que je crois qu'on a vraiment mis les bases pour démarrer une conversation qui va être très, très intéressante au cours des prochaines années. D'autant plus qu'on remarque un nombre croissant de professeurs, d'étudiants et d'autres membres des communautés universitaires sont très actifs sur les médias sociaux, mais on semble avoir une compréhension très fragmentaire de ce qui se passe présentement. Donc, je crois que ça va être intéressant de pousser ce projet-là au cours des prochaines années. Merci beaucoup, très intéressant. Je poursuivrai avec Maëlle Cross.
Oui, bonjour et merci. Moi, j'ai coécrit avec Didier Paclin l'article. On avait proposé une analyse de l'idée de l'université du XXIe siècle sous l'angle d'une agentivité collective et institutionnelle, avec l'idée que pour qu'il y ait en fait une transformation pédagogique durable, il faut dépasser finalement le cadre des expérimentations individuelles pour aller vers une démarche collective de transformation des pratiques, donc dans une approche systémique. Donc, il s'agit moins pour nous d'interroger les méthodes mêmes qu'il faudrait utiliser ou pas, mais plutôt d'interroger une certaine forme d'injonction à l'innovation pédagogique à laquelle sont soumis actuellement les établissements et puis les différents acteurs, pour remettre au centre en fait la question de l'appropriation du changement et donc de cette mise en sens de l'innovation. Donc on est parti plutôt sur finalement c'est un changement de culture organisationnelle qui doit permettre de soutenir la création d'une agentivité collective pour que chacun au sein d'une communauté universitaire puisse être à la fois reconnu, soutenir et puis agir à la fois au bénéfice de son propre développement, mais aussi au bénéfice du développement collectif. Merci beaucoup. Très intéressant. Évidemment, j'invite tout le monde à aller voir aussi cet article qui, comme tous les autres, suscite vraiment une réflexion et là-dessus aussi ancré sur une conceptualisation théorique quand même vraiment intéressante. Ça me permet de poursuivre avec Marie-Eva. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, par contre, j'ai travaillé en co-auteur avec ma directrice de recherche. Donc, l'article, c'est dans le cadre de ma thèse. Alors, nous avons approché l'idée d'université du XXIe siècle sous l'angle donc de l'influence du mode de gouvernance universitaire et du contexte d'environnement au sein duquel les universités interviennent sur la gestion de leurs ressources humaines universitaires. Alors, la littérature, par exemple, fait état d'une multitude de modèles de gouvernance universitaire, mais dans notre cas, nous avons particulièrement approché l'université du XXe siècle donc sous l'optique d'un modèle de gouvernance sous contrôle étatique, c'est-à-dire l'origine institutionnelle des universités, son histoire, le contexte d'environnement où elle intervient et surtout l'équilibre de pouvoir entre l'État, les universitaires et le marché constitue donc un ensemble de facteurs influençant le mode de régulation, le fonctionnement, le financement et surtout la gestion des ressources humaines au sein d'un système d'éducation supérieure donné. Et pour cela, nous avons mené une étude des cas multiples dans un contexte particulier où le système universitaire est régi par un cadre rigide et sous contrôle étatique, c'est-à-dire c'est l'État donc qui détermine toutes les activités de fonctionnement et de gestion donc au sein d'une université donnée et donnant très peu de marge de manœuvre donc aux acteurs au sein de l'université, ce qui peut s'avérer handicapant pour une université dans le contexte contemporain. Donc, notre étude de cas a été menée sur le cas du système universitaire public malgache. Alors, le système de gouvernance universitaire malgache, donc, qui est sous contrôle étatique, fonctionne donc avec un ensemble de cadres réglementaires et de lois qui donnent, donc, comme je dis tout à l'heure, très peu de marge de manœuvre. Et à un moment donné, je prends un exemple, les entrevues qu'on a menées nous a permis de constater qu'en matière d'embauche, par exemple, les universités sont très limitées parce que les embauches des professeurs, par exemple, se fait au niveau ministériel et les institutions à leur niveau n'ont pas vraiment la latitude d'intervenir là-dessus. Donc, il fallait attendre une structure assez lourde et lente dans leur procédure pour pouvoir combler leurs effectifs, ce qui peut s'avérer très handicapant. Donc, pour le fonctionnement d'une université, c'est peut-être un système qui est très archaïque, mais qui existe quand même au XXIe siècle,
Donc, où est-ce que nous voulons en venir? C'est qu'un système de gouvernance d'universitaire a besoin, donc, à un moment donné, comment dirais-je, de révision ou de mise à jour par rapport donc, aux impératifs, mais aussi par rapport aux besoins du contexte donc, dans lequel elles interviennent. Donc, c'est dans cet angle-là qu'on a conduit notre recherche. Très intéressante. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça donne vraiment envie d'aller lire cet article. Peut-être, nous avons donc 2 panélistes que nous n'avons pas encore entendus. Je vois que Marie-Chantal Falardeau, donc je commencerai avec vous, puis je terminerai avec vous, Gustavo, si ça vous va. D'accord, merci. Parfait. Donc, Marie-Chantal. Oui, alors, tout d'abord, je suis très contente d'avoir pu participer à ce numéro-là parce que, rétrospectivement, je me rends compte que cette initiative-là que vous avez pris de garder les traces de la création de l'OEF, c'est un peu à la base même de l'article qui a été publié avec mes anciens co-directeurs de thèse, dont Claude Martin, qui est ici présent aujourd'hui. Alors, dans le cadre de ma thèse, ça visait à dresser l'évolution des programmes et des départements de communication universitaire à travers l'analyse des caractéristiques des mémoires et des thèses des étudiants-chercheurs. Donc, l'article qui a été publié dans le cadre de ce numéro-ci, c'est en fait une synthèse des connaissances de cette évolution plus générale des programmes et des départements, étant donné que les études en communication là, ont vu le jour dans les années 1960 au Québec, dans les universités. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte en faisant la recension des écrits, c'est notamment qu'il y a beaucoup de documents ministériels très objectifs qu'on peut consulter, mais il y en a très peu qui rendent compte des nuances du moment où ça a été créé. Alors, certaines influences, des discussions, des itérations qui ont eu lieu et tout ça. Et ce qu'on a entrepris avec l'article, c'est justement d'aller rencontrer des gens qui avaient participé à cette création-là, à la naissance des programmes et des départements, pour mieux comprendre quel contexte entourait tout ça. Alors, c'est un peu ça le rendu de l'article, c'est selon leur mémoire, voilà, en termes de contexte sociétal, en termes d'orientation gouvernementale, en termes de quels professeurs étaient en place à ce moment-là aussi, voici comment ces départements et ces programmes-là ont pu être créés. Alors, c'est certain que toutes ces variables-là, c'est sous-jacent à qui était là, mais ça influence cette création et cette évolution par la suite là, des programmes et des départements. Donc, je trouve ça fantastique que cette initiative-là, dans le cadre de l'OEF, ait pu avoir lieu parce qu'on se rend compte justement que les programmes et les départements de communication passent par certaines étapes. Donc, on peut voir peut-être la naissance, ensuite l'institutionnalisation de plusieurs programmes et départements, puis dans les dernières années, peut-être une certaine réflexion justement sur où on veut s'en aller dans le futur. Et vous, en ayant les assises de cette création de l'université, ça va vraiment vous aider à pouvoir réfléchir dans le futur sur ces orientations-là que vous allez vouloir prendre ou que vous avez prises par le passé. Donc, voilà, je trouve que c'est une initiative très intéressante. Bien, merci beaucoup. Et puis donc, nous avions tantôt le contexte malgache. Passons au contexte brésilien. Gustavo Goncalves. Oui, le dernier, mais je suis très content d'être ici, de partager cet article avec vous. Là, je pense que je probablement la première personne qui a répondu à l'appel de texte parce que j'étais ici pour discuter justement de ces cas. Pour moi, ce n'est pas la première fois que je participe au lancement d'une université du XXe siècle. J'étais chanceux d'être témoin de la création de l'UFSB au Brésil. Et je voudrais penser à ça, que je suis venu ici à l'UQTR avec Corina Borrianadon, qui plusieurs parmi vous connaissent, la professeure à l'UQTR, pour discuter de cette expérience des universités populaires et plurépistémiques. Donc, elle avait un plan directeur très ambitieux et on a essayé d'étudier la mise en œuvre de ce plan pendant ces 5 premières années de mise en œuvre. Et finalement, j'ai co-dirigé avec notre collègue une évaluation de ces 4 années. On a analysé ces textes des collègues
participants au projet, à la mise en œuvre, donc des professeurs-chercheurs dès l'UFSB qui ont analysé les tensions de la mise en œuvre de ces programmes. Donc, c'est un peu ça, l'article, c'est mon expérience personnelle. Souvent, j'étudie la politique éducative en éducation de base. C'est une expérience de penser l'enseignement supérieur de façon plus théorique. Et avec vous, les collègues, j'ai aussi parlé avec Loyola ou l'IRES, mais c'est un peu ça, l'expérience de penser ça et penser en français, donc traduire les contextes de l'Université du Sud pour les échanges et voir qu'est-ce que ça donne pour penser l'OF, par exemple. C'est quoi l'héritage de cette expérience que j'ai vécue là-bas. Donc, je remercie beaucoup Corina Borianadon parce que sans ses allers-retours au Brésil, mes allers-retours au Québec, je ne pourrais pas partager ça avec vous aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est une petite université en région au Brésil. Ça vise à avoir 20 000 étudiants à la fin, quand il soit complètement implanté. C'est un contexte très biodivers, très sociodivers. Et le plan directeur visait à créer des technologies, des stratégies pour soutenir la participation de mouvements sociaux, pour partager le pouvoir de gestion. Et c'est ça, les populations, on peut ça penser à l'intégration des groupes minorisés, plus épistémiques, penser les savoirs locaux, les savoirs du territoire, comment ça peut faire partie des programmes, des cours de deuxième cycle aussi, à partir un peu de ce qu'on a appris avec Boaventura Souza Santos. Et bon, les textes, c'est ça, c'est l'analyse des tensions, qu'est-ce qui n'a pas marché, on est très critique là-dedans. C'est vraiment un contexte qui a changé beaucoup au Brésil. C'est un climat d'ouverture et de création dans les années 2015. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, on a fait le forum social de l'UFSB pour écouter les territoires. Et finalement, aujourd'hui, on a des problèmes de subventions, de financement public. Les climats politiques, ce n'est pas le même. Et on est dans un contexte des élections. On discute un peu de ça avec vous, mais c'est ça. Merci beaucoup et vraiment, texte, j'invite tout le monde évidemment à lire, expérience très intéressante. Évidemment, on va passer maintenant et je suis quand même fier de nous. Nous avons respecté, somme toute, l'horaire que nous étions fixés. J'en profite en ce moment pour inviter les personnes qui nous écoutent en direct sur Facebook à utiliser la fonction commentaire pour poser leurs questions. Déjà, j'en vois quelques-unes qui apparaissent. Je vais vous les transmettre. Avant ce moment-là, j'aurais voulu prendre une petite liberté comme animateur, puisque je crois que j'en ai le droit. Nous avons avec nous, des panélistes, Jean-Bernard Robichaud, qui a été recteur de l'Université de Moncton pendant 10 ans et qui a aussi contribué à ce numéro. Et j'aurais voulu simplement demander en 2-3 minutes, M. Robichaud, si vous pouviez nous dire, nous parler peut-être un peu de ce que vous pensez que l'UOF a eu comme effet, parce que vous avez parlé d'un effet UOF. Donc, j'aurais voulu vous donner cette parole-là pendant que les gens peuvent commencer à écrire leurs commentaires, si ça vous va, bien entendu. Et je vous invite à réactiver votre micro au précédent, évidemment. Ça serait en bas à gauche. Donc, il y a normalement là, un petit, comme un micro. Si vous cliquez dessus, normalement, ça devrait fonctionner. Ah, voilà. Vous m'entendez? Merveilleux. Oui, on vous entend. Oui, mais écoutez, je trouve que votre question est un peu difficile à répondre parce qu'on est dans un contexte où l'université est en pleine implantation, puis on voit qu'il y a un certain nombre de défis, notamment au niveau des admissions cette année, qui a peut-être été une occasion pour tous les sceptiques autour de l'idée de cette université ou de tout ça, de dire « Ah, vous l'avez bien dit, vous savez, ça risque de ne pas marcher, etc. » Moi, je ne suis pas tenant cependant de l'idée que la preuve a été faite que c'était une mauvaise idée. Je crois encore, et le sens de mon article, en fait,
un article mais qui a été fait, dans un certain sens, fondé sur une démarche à plusieurs temps. J'ai comme repris le travail qui avait été commandé par l'AFO, l'Association franco-ontarienne, sur les possibles retombées économiques de cette université-là pour l'avenir. Et ça, c'est un défi qui était presque impossible à faire puisque on n'était même pas devant un projet qui existait, on était plutôt dans une situation de survie, dans une stratégie d'essayer de convaincre les gouvernements de financer cette université-là. Alors, tout ce qu'on a dit sur le plan du potentiel économique, on savait qu'on était sur un terrain excessivement fragile parce que il n'y a pas de données réelles. On ne se fondait pas sur l'expérience de l'Université franco-ontarienne, mais on se fondait sur des comparatifs avec des universités existantes en ayant un certain nombre d'hypothèses qui n'étaient absolument pas prouvées. On ne savait pas du tout si les multiplicateurs de cette université ressembleraient aux multiplicateurs de d'autres universités, de celles avec lesquelles on comparait, et on ne savait pas du tout si la prévision, par exemple, du nombre d'étudiants, du nombre de professeurs, etc., s'avérerait juste. Alors, ce qu'on a fait, et on l'a fait avec beaucoup de précautions et en disant qu'on parlait vraiment tellement au conditionnel. Mais c'est peut-être pas l'aspect, à mon avis, l'aspect le plus intéressant de l'article, parce que le mandat qui nous avait été confié, qui avait été confié à la firme TGF, c'était de voir les perspectives économiques. Et moi, j'ai voulu placer l'article plutôt dans une perspective que j'appelais sociétale, c'est-à-dire les impacts prévisionnels ou ce qui pourrait arriver si l'université a du succès, quel sera l'impact sur la communauté franco-ontarienne et également sur la culture. Et là, en analysant des études qu'on peut considérer très sérieuses, comme les études de Malatest et associés ou les études de Mercer, il semble qu'effectivement, les prévisions de ces gens-là quant à l'importance, par exemple, du bilinguisme anglais-français, français-anglais dans la métropole canadienne, moi, ça me paraissait comme un argument excessivement fort pour dire qu'il faut une institution comme celle-là implantée dans la métropole canadienne. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin et je ne suis pas certain d'avoir répondu tout à fait à votre question, mais je pense que c'est moins l'aspect économique qui est important que l'aspect sociétal. Alors, j'ai arrêté là-dessus. Merci beaucoup, M. Robichaud. Évidemment, je suis contente d'avoir, évidemment, et ça me permet de dire, il y a donc un article dans ce numéro spécial de M. Jean-Bernard Robichaud que je vous invite toutes et tous à aller lire. Nous avons donc commencer à avoir des questions du public et la première, je la pose de façon assez large et je vais peut-être faire un minuscule préambule à ce sujet-là. Donc, créer une université, en fait, c'est intéressant. Nous, on est au laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, ce qui permet de rassembler des gens de différentes perspectives. Et la création d'une université, finalement, c'est l'objet d'étude parfait pour cette mise en commun des différentes perspectives. On a parlé de politique et de financement. On a parlé, parce qu'il y a des implications là-dessus, il y a des implications aussi au niveau de la gouvernance et de la gestion. Il y a des implications majeures en termes de pédagogie et de programme. Mais il y a d'autres implications et nous avons une question dans le commentaire sur le Facebook qui dit « Enraciner une nouvelle université, quelle est la place des infrastructures, les locaux, l'équipement? » Il y a toute une panoplie. Créer une université, c'est aussi matérialiser, là je vais probablement plus loin que la question elle-même, mais c'est matérialiser l'idée de l'université dans une façon de concevoir l'espace, de concevoir les besoins matériels que l'on a. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont réfléchi à ces questions-là et qui aimeraient, par exemple, nous dire, enraciner une nouvelle université au 21e siècle, ça veut dire quoi en termes d'espace et d'équipement? Je vois que la main de Linda Cardinal s'est levée. Je vous laisse répondre.
Ben, je ne vais pas répondre à la question, mais ce que j'ai pu constater dans le débat sur l'Université de l'Ontario français, c'est qu'il y a eu plusieurs discussions justement sur le mortier et le béton qu'on disait. Est-ce que ça prend vraiment une université physique pour avoir l'Université de l'Ontario français? À un moment donné, on disait oui. À un moment donné, la première ministre à l'époque, elle disait ben, peut-être que ça peut être juste virtuel. Et ce qui est intéressant avec l'Université de l'Ontario français, en fin de compte, c'est que c'est à la fois un édifice et à la fois du virtuel, du comodal. C'est une combinaison de toutes les perspectives possibles, des gens qui vont être sur place, des gens qui vont être ailleurs. Parce que garder le lien avec tout le monde, ben, ça prend différents outils pour le faire. Et Pierre Ouellette est avec nous, il est peut-être très bien placé pour en parler aussi. Mais c'est que la question n'est pas récente. La question, on a parlé d'un réseau d'université, d'un réseau de campus à un moment donné. Donc, ça prenait du mortier, mais en même temps, comment on fait le lien, comment on lie tout le monde? Ben, c'est toujours quelque part le virtuel. C'est comme si aujourd'hui, il y a des universités, on le sait, dans les Pays-Bas qui fonctionnent uniquement en virtuel, mais c'est comme si surtout pour un groupe minoritaire, d'avoir un endroit pour être ensemble est très important. Et ça, je pense que les acteurs du mouvement ont jamais dérogé de ce principe. Mais en raison de son programme pédagogique, son projet pédagogique, on ne peut pas non plus faire fi de l'ensemble des nouvelles approches et technologies qui sont partie intégrante de cette immobilisation. Alors, c'est comme ça que je répondrai à la question sans être spécialiste d'immeubles, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais y aller avec en ordre des mains que j'ai vues se lever. Donc, je poursuivrai avec Normand Labrie. Oui, alors comme j'étais sur le conseil de planification et ensuite sur le comité technique de mise en place de l'université, je peux répondre à une partie de cette question-là. Mais effectivement, on a pensé l'espace en fonction de la pédagogie puis du modèle du programme académique et du modèle pédagogique, du numérique et tout ça, en s'inspirant notamment de Centrale Supélec, dont j'ai donné des exemples au début du lancement de la revue ce midi. Et on a travaillé avec des firmes aussi, avec des spécialistes au Québec comme Didier Paclin, qui a contribué à la revue aussi, qui sont des spécialistes de la pédagogie universitaire pour penser l'espace, comment concevoir cet espace-là pour permettre justement des formations transdisciplinaires, d'intégrer le numérique dans tout, d'avoir des expériences, une pédagogie expérientielle. Ça suppose des espaces qui sont différents. On est sorti du cadre de la salle de classe avec des tables en rangée. Tout à fait. Et j'aurai tantôt une deuxième question plus spécifiquement sur la pédagogie, mais on va au moins avoir terminer ce premier bloc de questions. Donc, Gustavo, vous avez levé la main? Oui, non, j'aimerais commenter à partir de mon expérience de place aux infrastructures j'ai toujours étudié et travaillé dans des grands campus. Le UFSB, c'est l'université multi-campus, mais en plus de ça, elle travaille avec un réseau de collèges universitaires, c'est comme le cégep, où les étudiants des régions, souvent la première génération qui arrive à l'université, ont accès aux premières années de l'université plus proche de leur maison. Donc, c'est très lié, l'infrastructure physique, avec les objectifs des universités populaires qui favorisent l'accès de première génération plus inclusif, souvent des étudiants autochtones qui ont plus d'accès en région pour, après la première année, peut-être essayer de se trouver le moyen de se déplacer au campus où il y a plus des bibliothèques. Donc, il y a tout un raisonnement dans la création de l'UFSB sur ça, l'infrastructure aussi d'Internet, des réseaux. Je pense que c'est assez intéressant pour penser ça. On peut regarder aussi l'exemple brésilien. C'est ça. Merci. Je poursuivrai tout de suite avec Claude Martin, qui a levé la main aussi. Il faut juste ouvrir votre micro. Ce serait plutôt une autre question qu'une réponse. Est-ce que je peux y aller quand même?
Oui. Alors, en fait, j'en ai une après. Posez-la moi, je vais la garder en note, puis je vais la revenir par la suite avec celle-là. Donc, oui, votre question. Ma question porterait sur la gestion des ressources professorales. Mm-hmm. Si on parle d'une façon différente d'organiser l'enseignement, et ainsi de suite, qu'est-ce que ça veut dire en regard des pratiques, appelons-les traditionnelles, d'engagement et d'évaluation des professeurs? Extrêmement intéressant. Oui, il y a des implications là qui sont certaines. Donc, je vais la garder. J'avais une autre question que je voulais amener après, mais on reviendra, donc ce sera la troisième. Je vais poursuivre. Serge Dupuis, vous avez levé la main. Oui, donc ma réponse serait peut-être pour le contexte ontarien, franco-ontarien. Je pense comme un historien, puis qu'on peut apprendre des exemples du passé. Je pense qu'il y a deux exemples desquels l'UOF pourrait peut-être apprendre ou s'inspirer comme des espèces de mise en garde par rapport aux opportunités, mais aussi aux défis d'implanter un nouvel établissement postsecondaire dans la région du Grand Toronto. Lors des recherches préliminaires pour les États généraux du postsecondaire, on avait fait des entrevues avec le recteur fondateur de UIT, University of Ontario Institute of Technology à Oshawa, qui a été établi en 2002 en collaboration avec Durham College. Et puis le recteur fondateur nous avait dit, savez-vous, on a des déficits structurels aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez demandé au niveau infrastructurel. En fait, on n'a pas demandé les fonds. On voulait à tout prix créer cette université-là et on n'a pas demandé les fonds pour créer les laboratoires. Et là, on a un déficit structurel permanent et on a le choix de soit demeurer petit, mais amputé d'un certain potentiel, ou d'essayer de s'endetter pour offrir les programmes qu'on aurait envie d'offrir. Puis ça, je lui parlais 15 ans plus tard. Il y avait comme une espèce de mise en garde pour un éventuel projet de l'Université franco-ontarienne. Donc, je voulais faire ce petit point-là. Mais deuxièmement, pour le contexte plus spécifiquement franco-ontarien, je ne sais pas si on a encore tiré les leçons de l'expérience du Collège des Grands Lacs. Collège des Grands Lacs qui existait en 1995 et 2002, qui aussi est parti un peu qui n'était pas bâti sur un autre établissement existant, mais qui a essayé de créer une nouvelle institution et qui n'a pas réussi. Bon, on peut se dire, pourquoi étudier un échec? En fait, à mon avis, étudier un échec, ça pourrait être très intéressant parce que de cette façon-là, on pourrait aussi signaler certaines choses qui n'ont pas marché dans l'implantation d'un établissement francophone à Toronto. Non pas parce que c'est le contexte identique ou parce que finalement, l'UOF va vivre ces mêmes difficultés-là, mais parce qu'il y aurait peut-être des mises en garde, des pensées bien afin d'assurer que l'UOF puisse être implantée dans la francophonie torontoise, connaître un succès et je dirais même s'épanouir pleinement. Donc, en tout cas, c'est la recommandation que je ferais là, pour qu'on puisse être guidé un peu là, par un exemple historique, je pense, pertinent et pas tellement lointain. Parfait. Donc, évidemment, j'aurais peut-être, donc, il y a une question que je voulais vous poser. Par la suite, on a la question que Claude Martin a posée. Et si ça vous va, j'aimerais bien permettre à la fin, peut-être, si ça, et là c'est un peu en direct, mais permettre au recteur actuel de l'UOF de donner le mot de la fin, donc à 13h25, donc pour les dernières minutes. Ça sera intéressant. On aura commencé avec le premier recteur, on a eu le mot de bienvenue, et on aura le mot de la fin par le recteur actuel, donc pour boucler la boucle. Mais peut-être je pourrais prendre deux interventions sur la question que j'ai pour vous, puis après ça, 2 interventions sur la question de Claude Martin, si ça vous va. Donc, revenons vers la pédagogie. Certains articles parlent dans le numéro spécial de transdisciplinarité, d'autres ont parlé d'approche inductive, d'autres parlent d'approche centrée sur l'expérience, d'autres parlent d'approche par compétence. Question très vague, mais peut-être de façon, c'est le cas de synthétiser, comment est-ce qu'on peut matérialiser, concrétiser, opérationnaliser ces approches-là concrètement dans une nouvelle université? Comment est-ce qu'on rend ça réel et vivant pour les étudiants? Donc, question difficile, je peux vous laisser quelques minutes, mais je me disais, nous avons la chance d'avoir des grands pédagogues autour de nous, donc peut-être qu'on pourrait faire appel à leur sagesse. Donc, voilà, comment peut-être que ma question... Ah, je vois que François Guillemette est prêt à prendre le tour par l'écran. Je réponds, mais je trouve la question vaste, puis je n'ai pas la prétention de pouvoir y répondre, mais j'ai envie de dire simplement ceci.
l'UOF, puis concrètement, le conseil de gouvernance, conseil de planification, moi, je ne sais pas trop précisément à quoi ça fait référence, mais je veux dire que ça fait référence à quelque chose de très concret, je veux dire, c'est concret, là, c'est pas... C'est une des caractéristiques de ce projet-là, c'est qu'ils ont pris les questions et ils ont décidé d'y répondre. Très bonne. Vraiment, merci. Alors, il y en a une réponse. Il y en a une réponse dans tout le travail, puis les questions mobilisées. C'est un défi énorme de mobiliser plus d'une centaine de personnes pour trouver des réponses opérationnelles, concrètes dans ce sens-là. Et moi, j'ai été témoin de ça. Puis, les liens entre les différents concepts que tu as nommés, Olivier, j'ai essayé d'en rendre compte dans le premier article qui était sur le numéro sur la pédagogie innovante. Parfait, merci beaucoup. En fait, je vois le temps qui va. Peut-être, à moins que quelqu'un veuille sauter sur cette question-là, on avait quand même une question de... oui, alors dans ce cas-là, je vais laisser dans l'abri, puis après ça, on pourra aborder la question de Claude Martin, qui est aussi très importante et d'actualité. Oui. Je dirais à François, la raison pour laquelle le Conseil de planification a donné des réponses à toutes ces questions-là, c'est qu'on avait très peur que notre rapport donne lieu à une autre étude par la suite plutôt qu'à une décision. Alors, ça a été vraiment une décision délibérée de ne rien laisser au hasard et de s'assurer d'avoir un projet clé en main avec toutes les réponses à soumettre au terme du mandat du comité, de façon à ce qu'il n'y ait pas une autre commission ensuite qui étudie ces questions-là pour un autre 6 mois ou un an. Merci beaucoup. Et évidemment, si on ramène, si je reviens à ce que Burton Clark disait, lorsqu'on résume l'enseignement supérieur à sa plus simple expression, on revient au travail. Et le travail, c'est ceux qui travaillent au sein d'un établissement et en grande partie le corps professoral qui doit assumer une partie des fonctions d'enseignement, de recherche, service aux collectivités et autres. Et donc, question extrêmement pertinente, lorsqu'on essaie de créer une université nouvelle au 21e siècle, est-ce que ça change la façon dont on gère les ressources professorales? On a parlé notamment de la question de l'évaluation, et d'autres, donc dans l'embauche, la promotion des tâches, etc. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont des réponses, des pistes de réflexion sur comment finalement, est-ce que ça ressemble à quoi une gestion des ressources professorales au 21e siècle finalement? C'est pas si facile finalement. Monsieur Martin, voulez-vous répondre à votre propre question? Il va falloir réactiver votre micro par contre. Je vais la poser d'une autre façon. Allez-y. Il y a un vieux débat entre participer aux questions qui sont posées dans la société autour de nous versus participer aux instances qui permettent d'améliorer la performance lors d'évaluation. Dans les universités plus récentes, je pense à l'UQAM par exemple, le lien avec la société était pas mal plus intense qu'ailleurs. Et il me semble qu'il y a là, si on veut changer des pratiques, il y a un défi d'évaluation et d'engagement. Quel genre de curriculum on demande dans des universités qui sont basées sur la notion de discipline, sur les réseaux, les collèges invisibles, etc., etc. J'imagine qu'il y a déjà des réponses puisqu'il y a déjà un corps professoral et, au sens le plus large possible, du personnel qui s'occupe de faire vivre cette université-là. Merci beaucoup. Donc, je vois d'abord une main levée. François-René? Je trouve que la question est excessivement intéressante. Bon, pour vous dire, je fais tous mes travaux de thèse sur la création de l'UOF. Je rencontre beaucoup de gens, experts, fondateurs, qui ont contribué à la création de l'UOF et certains d'entre eux on parle du caractère distinct, pédagogique, programmation, mais après ça, c'est la crainte ou l'inquiétude que dans 10 ans ou dans 15 ans, l'UOF redevienne une université, puis c'est pas péjoratif ce que je veux dire là, mais ressemble à toute autre université dans ce qu'elle est, dans son modèle. Et
effectivement, l'embauche est une des clés, c'est-à-dire comment embaucher, comment former les gens, mais l'humain étant ce qu'il est, ça peut devenir une menace. Ça dépend toujours de ce qu'on veut pour l'UOF, mais ce n'est pas impossible que des gens qui viennent de d'autres universités désirent recréer ce qu'ils ont connu dans leur université de naissance, de vie antérieure, et finalement, les côtés un peu distinctifs de l'université, s'édulcorent, se fusionnent, en fait, finissent par se fusionner et devenir une université qui ressemble à toutes les autres, finalement. Donc, j'aime bien les remarques qui ont été dites tout à l'heure, parce que c'est effectivement, je ne veux même pas dire danger, mais c'est une possibilité pour l'UOF. Parfait. Et juste avant de passer la parole, et qui sera finalement pour les mots de la fin à Pierre Ouellette, effectivement, Michael Skolnick, en 1986, disait qu'une des caractéristiques de l'enseignement supérieur canadien, c'est l'éthos professoral est fort, réparti partout au Canada. Les profs de partout au pays se conçoivent de la même façon, évidemment, conçoivent leur façon d'être aussi d'une façon relativement similaire et évidemment, certains l'associaient aussi à un taux de syndicalisation très fort au Canada, parmi les plus élevés dans le monde, et ce qui fait évidemment qu'il y a donc un partage de notre vision commune de ce que ça devrait être une tâche professorale et l'accomplissement des missions. Donc, c'est des éléments qui vont au-delà de la bonne ou de la mauvaise volonté, il y a des éléments structurels qui tendent à favoriser une certaine uniformisation au fil du temps, mais pas toujours. Et je laisse donc le mot de la fin à Pierre Ouellette, recteur actuel de l'UOF. Merci beaucoup. La première chose que je voudrais faire, c'est remercier tout le monde qui est ici aujourd'hui. C'est vraiment, je trouve ça franchement intéressant, très motivant de vous entendre parler de cette petite université-là. Je n'étais pour dire notre université, mais il y a des personnes ici qui ont travaillé depuis beaucoup plus longtemps que moi et beaucoup plus que moi. En fait, c'est notre université si collectivement on parle de l'UOF aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ce regard-là très, très riche sur jusqu'à maintenant ce que l'université a réussi à faire, puis de où elle vient, cette université-là. On entendait Serge en parler tantôt. Je pense que toutes les facettes, je ne veux pas revenir sur chacun des textes et sur chacune des présentations, mais vraiment très, très riche comme piste de réflexion. Puis pour mieux comprendre aussi, moi aussi je suis historien comme Serge, puis pour comprendre où on s'en va, il faut comprendre d'où on vient. Et je pense que ce document-là va continuer d'être important pour nous, pour bien savoir d'où on vient à l'UOF. Je réponds en vrac à certaines des questions qui ont été soulevées ou posées. Comme François René, je pense qu'il faut être soucieux à l'UOF de ne pas retomber. Puis encore une fois, ce n'est pas question de dénigrer les universités plus traditionnelles. L'UOF ne s'inscrit résolument pas dans la lignée des universités traditionnelles. Donc, je pense que ça va être notre travail d'essayer de nous assurer que l'UOF reste innovante et qu'elle cherche à poursuivre dans le sens de l'innovation. Il y avait une question sur l'évaluation du travail des profs. Ce que je veux vous dire là-dessus, c'est franchement, c'est comme beaucoup d'autres moments dans l'histoire de l'UOF, on a l'impression qu'on est en train de voler à bord d'un avion qu'on construit en même temps qu'on le fait voler. On est en train, puis justement ce matin, on parlait de l'évaluation du travail des profs. Donc, on a une ébauche présentement de documents qui va nous permettre d'évaluer le travail des professeurs, de voir la progression des professeurs aussi à l'intérieur des rangs ici à l'université. Donc, c'est un travail qu'on fait présentement. Si vous avez des idées sur ça, on est preneur de vos idées parce qu'on reconnaît qu'il va falloir évaluer aussi dans une université qui se veut différente des autres, qui est probablement pertinent d'évaluer le travail des professeurs de façon différente aussi, qui tient compte de la structure de notre université. Je vous en mentionne quelques-unes. On fait beaucoup d'enseignement en équipe. Donc, ça faisait partie aussi du projet de transdisciplinarité au départ, d'être exposé de cette façon-là dans différents cours à la transdisciplinarité en étant en contact avec des professeurs et des approches peut-être différentes autour d'une thématique qui est celle de chacun de nos cours. Quand je suis arrivé, je me disais, cette idée-là d'enseignement en équipe va être difficile à rendre opérationnelle, mais je vous dirais que ce que je constate après un mois et demi de cours, c'est que ça continue de se passer de façon
les profs sont très engagés dans cette idée-là de se partager des sections de cours, de partager les uns les autres, de contribuer au cours de tout un chacun. Donc, ça, il va falloir en tenir compte. C'est un des éléments dont il va falloir tenir compte, mais qui me paraît très, très porteur. Donc, il faut trouver les moyens aussi de reconnaître la difficulté qu'il y a à faire de l'enseignement comme ça en équipe. On veut aussi, puis on a parlé beaucoup du carrefour. Il y a été beaucoup de questions du carrefour en commençant. Puis si on veut que les profs s'investissent dans le carrefour, Normand présentait le carrefour comme justement un carrefour ou un lieu de rencontre entre le milieu universitaire puis les gens sur le terrain, les pratiquants. Bien, ça aussi, ça prend du temps. Donc, si on veut que les profs s'y investissent de façon importante, il va falloir aussi reconnaître cet aspect-là du travail des professeurs dans l'évaluation qu'on va faire de leur travail. Donc, quand je vous disais tantôt qu'on est en train de construire l'avion en même temps qu'on vole à bord de cet avion-là, ça touche vraiment différents aspects de la vie à l'UOF présentement. On a parlé aussi, peut-être si vous me permettez une minute de plus, mais on a parlé aussi des espaces physiques. C'est Linda qui soulevait la question des briques et du mortier et de l'importance d'avoir un lieu physique pour se réunir. Puis encore une fois, je fais valoir l'importance du carrefour puis de la place extrêmement importante ou de ce qu'on a imaginé comme étant le rôle d'une université dans une francophonie comme celle de Toronto, qui est très éclatée, qui est en nombre quand même assez importante, mais dans la plus grande ville au pays, c'est un peu une francophonie qui est, on pourrait parler d'une diaspora francophone dans le Grand Toronto. Donc, c'est important de créer un lieu de rassemblement, donc autour d'un campus physique, autour de briques et de mortiers. Il va falloir aussi trouver des façons, puis le carrefour fait partie de moyens très, très pratiques d'attirer des gens dans nos murs. Ça, c'est aussi une aspiration de l'UOF dans un avenir quand même assez rapproché. Par contre, il y a un petit enjeu qui s'appelle la COVID et qui nous incite à repenser nos façons de travailler ensemble. Je lisais justement ce matin un article qui a été publié sur la volonté, un sondage qui a été mené auprès de la population étudiante qui voudrait qu'on profite du télétravail, qu'on profite de la COVID pour que les universités continuent de leur offrir une formation en bonne partie à distance. Ou en tout cas qu'on rende ça possible. L'Université de l'Ontario français a été réfléchie de cette façon-là. On a un peu cette chance-là que la comodalité fait partie de l'ADN de l'UOF. Donc, on a la possibilité de le faire, mais une fois qu'on a dit ça, moi, je viens d'un autre milieu de travail. J'étais à Radio-Canada, j'étais directeur des services français de Radio-Canada pour l'Ontario avant d'être à l'UOF, après avoir été recteur de l'Université d'Hearst dans le nord de l'Ontario il y a quelques années. Puis, on a commencé beaucoup à réfléchir à Radio-Canada à l'importance de revenir après la COVID vers un milieu de travail où on partage des espaces, où il y a beaucoup dans l'informel, un partage qui rend l'équipe beaucoup plus riche parce qu'on n'est pas capable de reproduire un environnement de travail aussi riche que ce qui existait quand on se voyait en personne à chaque jour, en se rencontrant comme ça en Zoom plusieurs heures par jour. Donc, je vais terminer en disant que sur ça, je vous dirais qu'on est encore en réflexion comme plusieurs autres, mais je crois fermement qu'il faut garder des espaces physiques pour réunir les personnes. Peut-être qu'il faut délocaliser encore plus d'enseignement, mais il faut que nos lieux, comme notre campus, restent un lieu de rassemblement parce que ce n'est pas vrai qu'on peut avoir la même richesse de liens avec les personnes avec qui on étudie quand on se voit par écran plutôt que de se voir en personne. Peut-être qu'on change la fonction des espaces physiques qu'on a présentement. Donc, merci encore une fois à tout le monde. Vraiment, bravo pour le travail. Puis, on vous remercie chaleureusement du travail qui a été fait, puis pour le lancement aujourd'hui aussi.
Merci beaucoup de votre participation. Peut-être un prochain numéro spécial sur l'impact de la COVID sur l'enseignement supérieur. On pourra s'en parler. D'ici là, je vous remercie à toutes et tous une participation pour un événement qui était merveilleux, un plaisir de l'animer. J'invite toutes et tous à consulter le site du LIRES, lires.ca, pour vous tenir au courant des événements que nous organisons le plus régulièrement possible et le plus souvent le plus public, ouvert au public. Alors, merci. Prenez soin de vous et passez une très belle journée.